Bien, on va attaquer un nouveau volet de la géométrie affine. C'est quand même son lien avec la convexité. Bon, dans un espace affine, si on a A et B deux points, et petit a et petit b, donc ça va être deux scalaires, hein, tout ce qu'on veut, c'est que a plus b soit différent de 0. On va les appeler des pondérations, hein, ils vont pondérer les points grand A et grand B respectivement. Alors on suppose que A plus B est différent de 0. Le cas A plus B égale 0 a son intérêt, mais bon, c'est lié à la géométrie projective et ça sort un petit peu du cadre de la grecque, que ce soit externe ou interne, donc bon, on ne regardera pas trop ça. Mais par contre, bon, voilà, quand A plus B est différent de 0, là on reste bien dans la fine. G est égal à ce qu'on appelle le barycentre de A et B pondérés respectivement par petit a et petit b, si on a A plus B OG flèche est égal à A OA flèche plus B OB flèche. Bon, évidemment, la première chose à dire, c'est que, bon, on va fixer un point O, que comme A plus B est différent de 0, ben G est entièrement défini, et ensuite que G ne dépend pas du point O, parce que si on prend un point O', ben on a évidemment cette formule de développement, hein, donc ça fait partie des axiomes, hein, carrément, des espaces vectoriels. Donc on a cette formule qui est là, et quand on va soustraire celle-ci moins celle-là, on va retrouver exactement cette formule, mais avec O' à la place de O. Donc G, le point G existe bien et ne dépend pas du point O choisi. Alors, bon, on a tout le folklore, ce qu'on appelle l'homogénéité du barycentre. Bon, c'est le fait que le barycentre de A pour lambda A et B pour lambda B, c'est toujours le barycentre de A et B, petit b. Bon, si lambda est différent de 0, évidemment, pour qu'on continue à avoir cette propriété. Voilà. Après, bon, ben, évidemment, on peut généraliser sans mal le barycentre de plusieurs points avec plusieurs pondérations. Donc les points, je vais les appeler grand A indice I et les pondérations petit a indice I. Et ce que je veux, c'est que la somme des AI soit différente de 0. C'est pas difficile de généraliser ça. Et on a une propriété d'associativité. Donc ici, on a l'associativité, par exemple, et le barycentre de A, B et C, donc on va pouvoir associer ici, et on va remplacer en fait ces deux points avec ces pondérations par le barycentre G qui était là pour la pondération A plus B. Et on garde, donc ça c'est l'associativité du barycentre. Bon, c'est des choses qui se prouvent vraiment ça, les yeux fermés. La convexité, ben oui, en fait, on se rend compte que quand on va regarder le barycentre de points A et B pour des pondérations positives ou nulles, alors bien sûr, on veut toujours que A plus B soit différent de 0, c'est-à-dire A et B différent de 0 dans ce cas-là. Et ici, par l'homogénéité, ça revient à regarder le barycentre de A lambda, donc quitte à diviser ici, puisque je peux multiplier par une constante, je peux diviser par A plus B, qui est non nul. Et donc, en posant lambda égale A sur A plus B, je me ramène au barycentre de A lambda et B 1 moins lambda, et cette fois-ci, lambda appartient à 0,1. Voilà. Et ben, en faisant varier lambda dans 0,1, on obtient ce qu'on appelle le segment AB. Donc voilà, c'est la première enveloppe convexe. Donc ça va être la notion d'enveloppe convexe. En fait, on voit que ça va être le plus petit convexe qui contient A et B. Hein. Et convexe, bah, ça peut justement se définir comme étant une partie stable par barycentre à coefficient positif. Hein, voilà. Donc après, vous avez bien sûr une notion d'enveloppe convexe de plusieurs points, d'une famille de points, même infinie, hein, d'accord. Ce sera toujours le plus petit convexe qui contient cet ensemble donné. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que oui, ou convexe, ça signifie donc, stable par, par barycentre à coefficient positif. Oui, c'est là où l'associativité nous sert, c'est que
pour avoir cette stabilité, hein, il suffit que ce soit stable 2 par 2. Donc, il suffit que l'ensemble de points soit stable par segment. Donc maintenant, le théorème important, le théorème fondateur en quelque sorte, c'est que si f est une application affine de n dans lui-même, alors f respecte les barycentres. Voilà. Bon. C'est-à-dire que f, l'image du point, ça c'est un point, hein, c'est le barycentre de toute une famille finie, on va dire, hein, AI petit ai, hein, d'accord? Et ben c'est le barycentre de la famille f de ai pour les pondérations qui n'ont pas changé, L petit ai. Voilà. Oui. Alors, réciproquement, et c'est là où on va voir que la convexité est au cœur de la géométrie affine, hein, la convexité n'est pas juste un détail de la géométrie affine, elle est au cœur de la machine, c'est que si f est une application, juste une application de AN dans N qui respecte les barycentres, donc telle que cette formule est valable, alors f est affine. Voilà. Donc on va donner une petite preuve, bon déjà de l'implication, puis après on verra la preuve de ça. Bon, bah, c'est tout bête, hein. On veut regarder le barycentre, ici G de ça, donc on peut regarder f de G, donc G ça va être cet objet-là, donc par définition, hein, ici on a la somme des AI qui est non nulle, hein, de OG est égal à somme de AI au AI. Voilà, c'est la définition. Ça ne dépend pas de O, évidemment. Voilà. Et maintenant, je rappelle que si phi, c'est l'endomorphisme associé à f, puisque f est affine, hein, ça existe bien, on a phi de AB égale f de A, f de B, flèche, bon, le truc habituel. Ben, maintenant, je vais passer par phi, je vais utiliser la linéarité de phi, et je vais utiliser cette formule, et j'ai directement cette formule-là, qui montre que f de g est barycentre de f de ai pour les coefficients ai, mais attention, avec un autre point, donc on utilise ici l'indépendance du point, évidemment, qui est toujours utile, et là on a ce point f de o, d'accord? Bon, mais comme ça ne dépend pas du point, ça veut bien dire que f de g est barycentre, donc que l'image de g, ça, est bien le barycentre, ici, de f de ai. Voilà, maintenant on va regarder la réciproque. Voilà, alors, pour la réciproque, donc on suppose que f respecte les barycentres, c'est juste une application pour montrer que f est affine. C'est assez rare, hein, on l'a déjà fait une fois avec les isométries, hein. Là on le refait. Regardez comment on montre que f est affine, c'est instructif, hein. D'abord, on fixe un point O, ça c'est important, hein. On définit une application de E dans E, telle que phi de OA, pour ce point O fixé, est égal à f de O, le vecteur f de O, f de A. Donc c'est bien défini, hein, d'accord? Vous prenez un vecteur U, comme O est fixé, vous avez, d'après l'axiomatique, un seul point A ici. Donc maintenant, f de O est bien défini, f de A est bien défini, le vecteur est bien défini, donc on a bien défini ici une application de E dans E, qui a U donne phi de U. Phi, on peut l'appeler f flèche, mais dans ce cas-là, on est obligé de mettre un O en dessous pour rappeler que ça dépend de O. Parce que phi n'est pas encore linéaire, et donc, n'étant pas encore linéaire, ça dépend de O. On a vu que le fait que ça ne dépendait pas de O, c'était quand phi était linéaire, c'est-à-dire quand f est affine. Donc, montrer que f est affine revient à montrer que phi est linéaire, et là, après, c'est terminé. Donc, je vais montrer que phi de lambda u plus mu v est égal à lambda phi de u plus mu phi de v. Et là, ce sera terminé. Alors, je vais poser, bien sûr, pour les besoins, pour la nécessité, vu les hypothèses qu'on a, les outils de travail, on est obligé de poser A tel que OA égale U, B tel que OB égale V, et G, bien sûr, tel que ceci est égal à OG. Donc comme ça, on aura phi de OG égale lambda phi de OA plus phi de mu. En tout cas, c'est ce qu'on veut démontrer à la fin. Donc la fin, c'est ça. Bon. Alors, regardez, il se trouve que ceci, ben, ça c'est quand même quelque chose à bien
photographié, c'est que ça s'écrit sous forme de barycentre. Parce que vous allez dire, bah oui, lambda et mu sont là, mais là on n'a pas lambda plus mu. Oui, mais on a O. Et regardez comme on triche, hein, on triche sans tricher vraiment. Ici, je rajoute OO, le vecteur nul, fois 1 moins lambda moins mu. Comme ça, la somme des coefficients est égale à 1, c'est non nul, et le 1, c'est le 1 qu'on retrouve ici. D'accord? Donc je vois que G est en fait, tel qu'il a été posé ici pour être égal, pour que OG soit égal à ce vecteur-là, G c'est le barycentre de O 1 moins lambda moins mu, A pour lambda et B pour mu. Voilà. Ce qui veut dire que f de G, étant donné que f respecte le barycentre, c'est le barycentre de f de O 1 moins lambda moins mu, f de A lambda, f de B mu. Donc maintenant je vais l'écrire sous forme de formule, mais attention, je l'écris sous forme de formule, mais à partir du point, d'accord, je sais que le barycentre, lui, ne dépend pas du point choisi, ça on l'a vu. Donc je vais écrire f de O, f de G, vecteur f de O, f de G, égale cette somme-là, mais en choisissant le point f de O, puisque je sais que cette définition du barycentre ne dépend pas du point choisi. Et évidemment, là, d'après la définition que j'en ai donnée, particulière au point O, c'est égal à phi de OG. Ici, bah, ça a disparu. Vous voyez, f de O a complètement disparu. On l'oublie. Ici, on va avoir lambda phi de OA. Et ici, on a mu phi de OB. Tout ça grâce à la définition là. Ce qui prouve que phi de lambda U plus mu V est égal à lambda phi de U plus mu phi de V. Et on a démontré ce truc qui prouve que la convexité est au cœur de la géométrie affine.